Alors c'est parti pour ce décryptage d'une réalité historique extraordinairement complexe. Aujourd'hui, on va plonger dans l'engagement de certaines populations d'Algérie, et plus particulièrement en Kabylie, au sein de l'armée française de 1830 jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance en 1962. C'est vraiment l'un des chapitres les plus douloureux et, pour être honnête, les plus mal compris de notre histoire contemporaine. On a très souvent tendance à vouloir réduire tout ça à une simple opposition binaire. Vous savez, le cliché de la trahison idéologique. Mais quand on fouille dans les archives et les témoignages, la réalité est tout autre. En fait, c'est avant tout une histoire de survie, littéralement. C'est l'histoire d'hommes et de familles entières qui se sont retrouvés coincés, pris en étau entre une ingénierie coloniale impitoyable d'un côté et la violence interne d'une révolution en marche de l'autre. Allez, on regarde le programme de cette analyse. D'abord, l'héritage de l'insurrection. Ensuite, l'incroyable opération Oiseau Bleu. En 3, les fractures de la guerre. En 4, la tragédie des harkis. Et pour finir, on abordera le dernier tabou. On commence tout de suite avec notre première partie, l'héritage de l'insurrection ou la racine de l'ingénierie coloniale. Pour vraiment comprendre la tragédie de 1962, il faut carrément remonter au 19e siècle, pendant les toutes premières décennies de la conquête française. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'administration militaire de l'époque a mis en place de véritables grilles de lecture anthropologique. D'un côté, ils ont théorisé ce fameux mythe kabyle, une population montagnarde, décrite comme sédentaire, travailleuse, avec des assemblées villageoises démocratiques, et donc, selon eux, facilement assimilable. Et en face, par opposition totale, on a construit la figure de l'arabe fanatique, perçu comme nomade et fondamentalement hostile. Il faut bien comprendre que cette ingénierie coloniale, ce n'était pas juste un débat intellectuel en l'air, pas du tout. C'est une stratégie délibérée pour diviser et fragmenter la société autochtone. C'est d'ailleurs exactement ça qui a conduit à la création de bataillons indigènes et au recrutement prioritaire en Kabylie, donnant naissance par exemple au fameux corps d'élite des Zouaves, tout ça fondé sur cette théorie pseudo-scientifique des races guerrières. Mais là où tout bascule vraiment, c'est avec la terrible insurrection du Bachagha Mokranié en 1871. La répression française qui suit est d'une brutalité absolument inouïe. Le bilan humain est juste dévastateur, plus de 100 000 morts. Et comme si cette tragédie humaine ne suffisait pas, on y ajoute une dépossession massive. Du jour au lendemain, on confisque et on place sous séquestre les terres agricoles, privant des tribus entières de tout moyen de subsistance. La famine et la ruine totale s'installent. Dans ce contexte de misère extrême, l'enrôlement militaire n'est plus du tout un choix de carrière. C'est devenu, pour énormément de familles affamées, la seule et unique porte de sortie pour survivre économiquement. Donc quand on regarde ça sur le temps long, il y a une dynamique implacable qui se dessine. De la ruine économique totale de 1871, en passant par les mobilisations massives de la Première Guerre mondiale, jusqu'au déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954, le fil conducteur est toujours là. La dépossession des terres a fonctionné comme un moteur silencieux, mais redoutablement efficace, de la conscription militaire, et ça sur plusieurs générations. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'opération Oiseau Bleu. Une véritable histoire d'espionnage et de double jeu. On fait un saut dans le temps. Nous sommes en 1956 et il y a un chiffre qui donne le vertige. 9 millions. 9 millions de francs de l'époque, alloués chaque mois par le gouvernement général à une force clandestine censée lutter contre le FLN, le Front de Libération Nationale. On l'appelait la Force K, ou l'opération Oiseau Bleu. L'idée, c'était d'armer des Kabyles qu'on pensait hostiles aux nationalistes pour monter une sorte de contre-maquis. Sauf que l'armée française n'avait absolument aucune idée de qui elle était vraiment en train de financer et d'équiper avec des centaines de fusils et de pistolets mitrailleurs. Et c'est là que l'histoire devient dingue. En réalité, toute l'opération avait été brillamment infiltrée et manipulée par le commandement de l'Armée de Libération Nationale, dirigé par Krim Belkacem. Les membres de cette fameuse Force K jouaient un double jeu parfait. Ils simulaient des accrochages, ils allaient même jusqu'à présenter de faux cadavres aux officiers français juste pour continuer à empocher l'argent et amasser des armes lourdes. Le masque tombe finalement en octobre 1956 lors de la bataille d'Agouni-Ouzidodo. La Force K fait officiellement défection pour rejoindre la LN, emportant avec elle des milliers d'armes françaises toutes neuves. Un coup de maître tactique et une humiliation psychologique monumentale pour l'état-major français. Passons à la section 3, les fractures de la guerre, l'étau de la violence interne. Alors, il faut savoir que si l'armée française essayait de jouer sur les divisions, le mouvement nationaliste, lui, était traversé par une violence interne absolument terrible. Et là, on doit se poser en observateur neutre pour répondre à une question vraiment fondamentale. Pourquoi certaines populations algériennes s'alliaient-elles à l'armée française ? C'est en regardant cette réalité en face qu'on peut démonter le mythe un peu trop simpliste du traître. Il faut essayer de s'imaginer les choix impossibles et les choix terrifiants que devaient faire des civils qui vivaient sous la menace constante de se faire massacrer. Parce que oui, la cohésion du mouvement indépendantiste, c'est parfois maintenue par la terreur pure et simple. Des événements comme la Nuit rouge de la Soumam ou le massacre de Melouza, où on parle de centaines de villageois méthodiquement éliminés parce qu'ils étaient soupçonnés de sympathie pour des mouvements rivaux,
Ça a créé des ruptures profondes. Face à ces purges fratricides, des rescapés complètement terrorisés et parfois même des clans tout entiers se sont tournés vers l'armée française. Et pas pour des raisons idéologiques, non. Pour une seule et unique raison, obtenir une protection physique immédiate. Et il y a un chiffre terrifiant qui illustre parfaitement cette spirale mortifère, 10 000. C'est l'estimation du nombre de cadres et de maquisards qui ont été tués lors de ce qu'on a appelé la Blue Beat. En gros, c'était une énorme opération d'intoxication psychologique montée par les services français pour inoculer la suspicion dans les rangs de l'ALN. Et ça a marché au-delà de toute espérance. Pris d'une paranoïa totale, le commandement nationaliste a déclenché une campagne d'auto-extermination, torturant et exécutant des milliers de ses propres combattants pourtant innocents. Résultat, ça a poussé encore plus de gens désespérés à aller se réfugier dans les rangs français. On arrive à notre 4e partie, la tragédie des harkis, et comment on a catégorisé ces fameux supplétifs. Alors, ce qui est super intéressant avec ce tableau, c'est qu'il déconstruit le mot harki. Aujourd'hui, on l'utilise comme un terme générique, un fourre-tout, mais ça gomme une réalité hyper fragmentée sur le terrain à la fin des années 50. Si on regarde bien, on avait des GMPR pour la sécurité routière et la police, des Mokasni liés à l'administration rurale, les harkis à proprement parler qui faisaient des opérations de combat, et puis des dizaines de milliers de civils dans des groupes d'autodéfense, juste dotés de fusils de chasse pour protéger leur village. Les rôles étaient extrêmement variés et on est très très loin d'une espèce de corps d'armée idéologiquement soudé. Il est donc absolument crucial de réaffirmer ceci en toute impartialité. La grande majorité de ces hommes étaient pris au piège. S'engager n'était quasiment jamais une déclaration d'amour politique envers l'Algérie française. C'était une stratégie imposée par la faim, par le besoin vital de protéger son clan familial et par un pur instinct de survie au beau milieu du chaos ambiant. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section, le dernier tabou, l'abandon et ses conséquences. En 1962, les accords d'Évian mettent officiellement fin au conflit. Mais pour les supplétifs, c'est là que le cauchemar absolu commence. 100 000, c'est l'estimation basse, je dis bien la plus basse, du nombre de supplétifs exécutés après la guerre. Considérés par les vainqueurs comme des traîtres absolus, ils sont victimes de massacres à grande échelle. Et ça, c'est la conséquence directe, tragique, d'un désarmement méthodique et d'un abandon assumé par les autorités françaises au moment de plier bagages. Et ce drame s'est joué des deux côtés de la Méditerranée. D'un côté, l'État français bloque les rapatriements massifs, et pour les familles qui arrivent quand même à fuir en métropole, elles sont parquées dans des conditions indignes dans des camps de transit, comme Rivesaltes ou le Larzac, créant un traumatisme sur plusieurs générations. Et de l'autre côté, et ça c'est une réalité assez méconnue mise en lumière par l'enquêteur Pierre Daume, des milliers d'anciens supplétifs ne sont tout simplement jamais partis. Ils ont continué à vivre en secret dans leur village en Kabylie, protégés par de puissants pactes de silence instaurés par les communautés locales elles-mêmes. Donc, le point crucial ici, c'est cette reconnaissance officielle, bien que très tardive. Quand Jacques Chirac prononce cette phrase en 2001, des décennies plus tard, ça résonne comme un véritable aveu d'abandon au sommet de l'État. Ça traduit tout le poids mémoriel d'une politique de pacification qui a utilisé des populations extrêmement vulnérables avant de s'en détourner complètement. Et on conclut cette analyse avec cette question particulièrement lourde de sens. Derrière les grands discours et les batailles idéologiques, on trouve surtout des destins humains brisés. Des paysans, des bergers, des pères de famille happés par les rouages impitoyables de la grande histoire. Laisser cette question ouverte aujourd'hui, c'est refuser les conclusions toutes faites. Et c'est surtout une invitation à continuer d'explorer ce pan d'histoire d'une infinie complexité. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.